J'essaye de vous tenir un peu éveillé. Et je vois que vous êtes toujours éveillé, complètement éveillé, donc ça fait plaisir. Moi, il y a 2 ans et demi, je suis tombé dans le freelancing. J'ai redécouvert ce qu'était être freelance après 2 ans et demi de captivité chez McKinsey, enfermé dans mon costard cravate. Alors c'était une belle prison dorée, mais j'étais très malheureux. Et en étant freelance, j'ai découvert plein d'autres freelances et j'ai vu là-dedans une opportunité incroyable et une aventure entrepreneuriale possible incroyable pour moi. Et tous les freelances que j'ai pu rencontrer m'ont partagé une certaine frustration autour du fait d'être seul et de manquer de possibilités de travailler à plusieurs. En fait, il faut savoir que c'est très dur de travailler à plusieurs en étant freelance, parce que déjà, il n'y a pas de mission pour les équipes. Ça, c'est une complexité. Puis par ailleurs, il n'y a pas de cadre légal et administratif pour bosser en tant qu'équipe de freelance. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu que cette forme qui était l'équipe de freelance, personne n'y allait, sauf quelques valeureux qui créaient des collectifs de freelance. Il y en avait une dizaine à l'époque. Et j'ai découvert le collectif de freelance et j'étais à des années-lumière de penser que ça allait changer le cours de ma vie. Donc je m'appelle Jean, je suis CEO de Collective. C'est marqué sur mon suite. Et Collective, on ambitionne de créer des collectifs de freelance à l'échelle, donc de créer la machine de guerre qui va permettre à des milliers aujourd'hui, des millions demain de freelance de former des collectifs, de rejoindre des collectifs, de les organiser comme des micro-agences avec un devis commun, une facture commune, un paiement commun, un contrat commun, une offre commune, etc. Et on va aider ces équipes, ces collectifs de freelance à trouver des missions en équipe. Et notre rêve chez Collective, c'est quelque part de créer une forme d'entreprise de demain, de faire émerger le collectif à l'échelle et de créer une troisième voie entre l'agence traditionnelle et le freelancing à l'unité. Et ce dont je vais vous parler ce soir, c'est l'histoire assez courte, relativement courte, puisqu'on n'a que 2 ans et demi, d'une innovation ambitieuse, du fait d'innover, de créer un modèle et de toutes les barrières qu'on a dû abattre pour réussir à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est un peu moins de 40 dans l'entreprise. On a plus de 7000 freelances qui travaillent à travers 1000 collectifs et ils ont pu, par notre intermédiaire, travailler auprès de 2000 clients. C'est pour vous situer un peu les ordres de grandeur. Et simultanément, on a dû abattre des barrières produits, des barrières commerciales, des barrières réglementaires, légales et des barrières mentales également. Et donc je vais vous expliquer ça pas à pas. Et l'enjeu, je pense, c'est que pour tous les gens qui montent des boîtes, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, vous allez vivre ces barrières, vous allez vivre des barrières, vous allez vivre des galères de fait. Et il ne faut pas se décourager, c'est des barrières qu'il faut approcher avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'engouement. Et moi, je vais simplement vous raconter la manière dont ça s'est passé pour nous. Je vais commencer par la barrière produit. Barrière produit assez simple pour nous, le produit qui consiste à permettre à un freelance de former une équipe, de facturer à plusieurs, de faire un paiement à plusieurs, de faire une facture à plusieurs et de faire une offre à plusieurs, ce produit n'existe pas. Et donc il a fallu le penser, il a fallu le créer. Ça a été une difficulté assez significative. La manière dont on s'y est pris chez Collective, c'est qu'on a commencé de manière très frugale à créer un premier produit en no-code pour comprendre ce dont nos freelances avaient besoin. Et puis on s'est trompé une fois, on s'est trompé 2 fois, on s'est trompé 10 fois, on s'est trompé 50 fois. Puis un jour, on a trouvé vraiment ce qui intéressait les freelances qui formaient des collectifs. Et ça, je dois avouer que le no-code, les outils qu'on a pu utiliser, et je pourrais, pour ceux que ça intéresse, élaborer un petit peu sur ce point, sur un échange téléphonique ou autre, très, très disponible sur LinkedIn, ça a été une aide incroyable pour très rapidement cibler le produit dont nos utilisateurs avaient besoin. Donc après cette barrière produit, on a évidemment une barrière commerciale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de vendre quelque chose qui n'existe pas. Je dois avouer que c'est extrêmement dur. Et pour nous, l'enjeu, c'était d'aller voir des clients et de dire il y a un truc qui n'existe pas encore, mais qui va exister dans quelques années, c'est le collectif de freelance, et je vous propose d'être client. Et donc là, on a eu un peu de mal à trouver des clients. Et puis, on s'est vraiment mangé beaucoup de portes. On a utilisé une technique commerciale qui s'appelle le fameux « fake it until you make it », qui nous a permis de renverser un petit peu le cours de l'histoire. Au lieu de parler au futur en disant qu'on allait créer des collectifs et les mettre à profit d'entreprises, on a fait précisément l'inverse. On a dit qu'on avait créé des centaines de collectifs qui permettaient de proposer un meilleur des mondes entre l'agence et le freelance. Et là, d'un seul coup, on a commencé à avoir plein de demandes clients.
et on a senti qu'il y avait un concept market fit entre l'idée du collectif et les besoins des clients. La seule complexité, c'est qu'on n'avait pas vraiment de collectif, et du coup, il a fallu passer des nuits entières à trouver des freelances prêts à jouer le jeu et former un collectif. Et puis par ce jeu d'œufs et de poules, se sont formés un collectif, puis 2 collectifs, puis 5 collectifs, puis 10, puis 50, puis 100, puis 1000. Tant et si bien qu'on ne connaissait plus du tout les freelances qui transitaient à travers la plateforme, on ne connaissait plus du tout les clients par ailleurs, et c'est le moment où l'entreprise a vraiment pris son envol, qu'on a pu lever des fonds et qu'on a pu recruter une équipe pour constituer le projet. Et donc ça, tout tient en une phrase, hein, fake it until you make it. Donc fin d'être en mesure de rendre ta promesse jusqu'à que tu puisses véritablement le faire. Du coup, après ces barrières produits, barrières commerciales, viennent les barrières légales. Le moment où on a commencé à passer à l'échelle avec des centaines puis des milliers de clients qui s'adressaient à nous et à nos collectifs, ben on s'est rendu compte, et ça a été assez grave, qu'on n'avait absolument aucun statut juridique pour les collectifs. On ne savait pas du tout comment on allait contractualiser, on ne savait pas du tout comment on allait s'adresser à des entreprises avec des besoins un peu plus structurants. On n'avait aucun cadre légal, aucun cadre juridique. Et là, je dois dire que ça a été très problématique. Mais l'opportunité, c'est quand il n'y a pas de règles écrites sur un marché, c'est que c'est à vous de les écrire. Et du coup, on s'est entouré de nos amis qui avaient quelques rudiments, quelques connaissances de droit pour écrire les règles du jeu, écrire le contrat type du collectif de freelance, créer un espèce de statut du collectif à l'aide de ce qui existait un petit peu sur le marché. Et puis en avançant, en découvrant des nouveaux clients, etc., des nouveaux collectifs, on a affiné. Puis quand on avait un peu plus de ressources, on a pu mandater des avocats experts pour auditer nos contrats et nos outils juridiques. Et on a réussi à s'affranchir de cette barrière légale. Vient ensuite la barrière mentale ou la barrière comportementale. Quand on crée quelque chose de très ambitieux, de très innovant, l'innovation en elle-même, ça peut être votre meilleur allié, puisque ça va attirer des gens curieux, des early adopters, des gens qui veulent vraiment consommer quelque chose de nouveau. Mais ça va aussi être difficile, un challenge, parce qu'il y a plein de gens qui sont réfractaires au changement et qui ne consomment pas l'innovation aussi simplement qu'un café au petit déjeuner. Et dans notre cas très précis, quand on allait voir des entreprises de plus en plus grandes, donc je parle d'entreprises comme la Société Générale, la BNP Paribas, etc., déjà quand vous parlez de freelance, vous suscitez l'étonnement. Quand vous parlez de collectif de freelance comme la prochaine étape sur ce marché, là je dois dire que c'est d'autant plus compliqué. Et du coup, on a dû faire preuve aussi d'innovation, pour mettre toutes les chances de notre côté, pour rassurer les gens, pour créer un véritable usage, pour vulgariser cet usage. Et là, on a fait des choses très, très amusantes, comme par exemple travailler avec des médias type Les Échos, Le Monde, pour parler à fond du collectif et comme si c'était quelque chose qui existait déjà à l'échelle. Donc on a fait un énorme boulot d'influence médiatique. On est allé jusqu'à mettre sur Wikipédia le fait qu'un collectif, c'est aussi une équipe de freelance qui travaille ensemble pour réaliser des projets. Donc si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez collectif, le mot collectif, vous trouverez ça. Tous les jours, on a posté sur LinkedIn pour accoutumer les gens à ce langage du collectif. On a écrit plein de choses sur les collectifs, on s'est servi de nos clients pour parler du collectif, on a fait des plateaux télé, on a vraiment mis un effort considérable pour créer de la notoriété autour du collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu une fois peut-être, au détour d'une conversation, le mot d'un collectif de freelance ou que sais-je. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'aurais pu vous parler d'énormément de barrières additionnelles, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est de faire face à des barrières et d'essayer de les affranchir. Pour nous, ça a été les 4 principales. Pour bien d'autres boîtes, il y aura des barrières humaines, il y aura des barrières linguistiques, il y aura des barrières géographiques, très difficiles de s'étendre sur certains marchés, etc. Et moi, mon invitation, c'est vraiment de voir ces barrières comme une opportunité. Une fois qu'on les a franchies, c'est plus des barrières, mais c'est des véritables défenses. Et il ne faut pas oublier qu'une boîte, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est simplement parfois le fait de faire des petits pas, d'abattre des barrières. Et pour ça, je vous invite collectivement, sans jeu de mots, à vraiment toujours croire dans vos idées, toujours croire dans vos bonnes intuitions, et vous ferez des merveilles. Voilà.